va faire le numéro 28 dans le chapitre 12. Dans le numéro 28, on a un circuit RLC. Bon, qui ressemble à ceci. J'ai mis les données sur le schéma qui est là. On a tout ce qu'il faut, donc la source avec sa fréquence, la résistance, la bobine, puis ensuite le condensateur. Ce qu'on nous pose comme question, c'est à un moment précis, c'est-à-dire quand la source atteint sa valeur maximum. Donc la source, en fait, c'est une source de courant alternative, donc ça va aller vers les plus, ça va atteindre sa valeur maximale, ensuite ça va redescendre à zéro, ça va aller dans les valeurs négatives, etc. Donc, on veut savoir, pour le moment particulier où la source atteint sa valeur maximale de tension, quel est le courant instantané qui circule à ce moment-là, quelle est la différence de potentiel aux bornes de chaque composante à ce moment-là aussi, puis on veut qu'on vérifie aussi la loi des mailles de Kirchhoff, en fait donc que la somme des tensions est égale à zéro. Donc faisons ça. La première chose qu'il faudrait faire pour répondre à la question, c'est de savoir à quel moment que la source va atteindre sa valeur maximum. Puis en fait, c'est assez simple parce que la formule qui nous donne la tension de la source, c'est celle-ci. Donc, E égale EM sin d'oméga t. Donc, quand est-ce que la source atteint sa valeur maximale? C'est quand le sinus est égal à 1. Donc, à ce moment-là, on a E égale EM. Et donc, quand est-ce qu'un sinus est égal à 1? C'est pour une valeur de 90 degrés. Ou encore pi sur 2, puisqu'on va plutôt travailler en radians. Il faut donc que oméga t soit égal à pi sur 2. Et c'est là qu'on a notre valeur maximum. Donc, ce qu'on va faire tout simplement, c'est que dans les équations tout à l'heure, on va remplacer oméga t par pi sur 2. Donc, on y va comme ça. On va trouver les différentes valeurs qu'on va avoir besoin. Donc, on va avoir besoin, bien sûr, de XL et XC. Alors, XL, c'est 2πf, donc 2π fois la fréquence fois l'inductance. Alors, ça donne 15,1 ohms lorsqu'on met les chiffres là-dedans. Pour XC, on va avoir 1 sur 2 πfc. Alors, ça donne 106 ohms dans ce cas-là. Puis, bien sûr, la résistance, on l'a. Donc, maintenant, ça va être l'impédance du circuit qu'on va calculer. Alors, racine de R carré plus XL moins XC au carré. Alors, quand on met les chiffres là-dedans, ça donne 150,6 ohms pour l'impédance. Donc, maintenant, une fois qu'on a notre impédance, on peut aller calculer notre amplitude du courant en faisant, donc ça va être EM sur Z. Alors 170 volts sur 150,6 qu'on vient de trouver, ce qui donne 1,129 ampères. Donc ça, c'est notre amplitude du courant. Maintenant, on va avoir besoin aussi de la constante de phase, parce qu'il va falloir calculer notre courant. Donc, ça nous prend notre tangente, la constante de phase. J'ai dit tangente parce qu'en fait, c'est la formule pour la trouver. Alors, on va faire tangente phi égale XL moins XC sur R. C'est la façon de trouver la constante de phase. Alors, XL, on avait 15,1. XC, on avait 106. Et puis, R, on avait 120 ohms. Alors, ça donne pour la constante de phase moins 0,648. Ça donne un signe moins parce que quand on a soustrait XL et XC, ça donne un signe moins. Alors, c'est pour ça que c'est négatif. Puis aussi, je vous rappelle encore, je vous m'en garde, il faut se rappeler de mettre notre calculatrice en radians parce qu'on veut obtenir des radians pour notre constante de phase. Donc, moins 0,648. Là, on est prêt à répondre enfin à la question. Quel est le courant instantané? Donc, I, ça va être IM sinus de oméga t moins phi. Et là, maintenant, on remplace. IM, on l'a calculé juste en haut. C'était 1,129 sinus de. Et là, on a dit qu'on voulait au moment particulier où la source atteignait son maximum. Alors, ça arrivait lorsque oméga t est égal à pi sur 2. Donc, je remplace oméga t par pi sur 2. Et puis ensuite, on va avoir notre constante de phase. Donc, moins 0,648. Alors, on pitonne tout ça en faisant attention encore une fois que notre calculatrice est bien en radians. Alors, ça donne 0,90 ampères pour le courant instantané, donc à ce moment-là. Maintenant, les delta V, l'autre question, c'était de calculer les différences de potentiel aux bornes de chaque composant à ce moment-là également.
Euh, pour ce qui est de la résistance, ça c'est assez facile parce que la résistance, elle est en phase avec le courant. Il n'y a pas de différence de phase entre la résistance et le courant. Donc, on peut tout simplement faire R fois I et on peut le faire de manière instantanée, c'est-à-dire que comme on vient de calculer le courant, on peut tout simplement multiplier 120 ohms fois 0,90, le courant qu'on a calculé, pour avoir notre différence de potentiel instantanée. Alors ça donne 108 volts pour ceci. Par contre, la résistance, c'est la seule qu'on a le droit de faire ça. Je ne pourrais pas, par exemple, ensuite, je vais m'en aller à la bobine. Là. Je ne pourrais pas faire, par exemple, XL fois I instantané. C'est tout à fait faux parce que la bobine, elle n'est pas en phase avec le courant, donc je n'ai pas le droit de faire ça. Alors, je vais vraiment y aller avec la formule, ça va être delta V Lm, donc l'amplitude, sinus de, alors on prend toujours oméga t moins phi, donc la même chose que le courant, mais la bobine, elle est en avance de pi sur 2 par rapport au courant, donc il faut ajouter à l'intérieur plus pi sur 2. Alors, delta V Lm, ça va être XL fois IM. Alors, vous voyez, ce que j'ai barré en rouge juste au-dessus, là, XL fois I, c'est pas vrai pour la valeur instantanée, mais par contre, c'est vrai pour l'amplitude. Donc, XL fois I, ça va me donner l'amplitude aux bornes de la bobine. Donc, ensuite, je vais remplacer tout ça tantôt. Alors, on va remplacer nos valeurs. XL, on avait trouvé au tout début 15,1 ohms. Et IM, on l'avait trouvé ici, c'était 1,129. Alors 15,1 fois 1,129, il me manque un 1, 129. Et ensuite, on va faire sinus de. Alors, oméga t, on disait qu'on le remplaçait pour pi sur 2, par pi sur 2. Phi, c'est moins 0,648. Puis ensuite, on a notre autre plus pi sur 2. Donc, en fait, pi sur 2 plus pi sur 2, ça va donner pi. Moins moins, donc plus 0,648. Alors, on va calculer tout ça. Alors, ça donne moins 10,3 volts pour la valeur instantanée. C'est négatif, ça se peut. Dans le fond, il y a des composantes qui peuvent atteindre des valeurs positives, d'autres des valeurs négatives, donc ça se peut très bien. On va faire le condensateur cette fois-ci. Donc, delta VC, ça va être delta VCM fois sinus de oméga t moins phi. Cette fois-ci, ça va être moins pi sur 2. Le condensateur est toujours en retard de pi sur 2 par rapport au courant. Et encore une fois, delta VCM, on va faire XC fois IM fois tout ça donc pour le sinus. Alors XC, on avait trouvé tout à l'heure 106 ohms. IM, c'est le même qu'en haut, 1.129. Vous remarquez que je prends non pas le courant instantané, mais vraiment le courant maximum, donc l'amplitude du courant. C'est ça qui va là et non pas le courant instantané. Ensuite, sinus de, alors oméga t toujours pi sur 2, moins 0,648, et ensuite moins pi sur 2. Cette fois-ci, pi sur 2 moins pi sur 2, ça va s'annuler, pardon, ça va faire 0. Il va rester donc seulement sinus de 0,648. Ça donne plus 72,2 volts pour cette tension-là. Alors, ça serait les tensions instantanées aux bornes de chacune des composantes lorsque la source est à sa valeur maximale. La dernière question, c'est, on veut tout simplement vérifier la loi des mailles. Donc, en fait, on va prendre la source et on va vérifier que c'est égal à la somme des delta VR, delta VL et delta VC. Vous remarquez que je mets la source d'un côté puis les autres de l'autre. C'est tout simplement, c'est un peu une convention, là, c'est qu'au début du chapitre, on se rappelle que la façon qu'on l'avait fait, c'est qu'on avait envoyé les delta V de l'autre côté de l'équation pour qu'elle se retrouve de l'autre côté de la source. Donc c'est vraiment comme ça qu'il faut faire. Alors, on avait trouvé juste au-dessus pour la résistance, on avait 108 volts. Alors 108. Ensuite, on avait moins 10,3 pour la bobine et 72,2 pour le condensateur. Alors, si on fait ce calcul-là, ça me donne 169,9.
la source c'était 170, donc je devrais mettre peut-être un à peu près égal. Alors évidemment, j'ai arrondi une petite affaire dans chacune des étapes, donc 169,9, pardon. C'est à peu près à cette décimale-là que j'avais arrondi, donc c'est tout à fait correct. Remarquez encore une fois que on ne pourrait pas appliquer cette équation-là, la somme des différences de potentiel, si on utilisait les amplitudes. Alors, ça ne marcherait pas du tout. On aurait une valeur beaucoup plus grande. Parce que la somme des amplitudes, ça va donner plus que la source. Mais c'est qu'en fait, chacune des composantes n'atteint pas sa valeur maximale en même temps. Alors, c'est pour ça que la somme des trois instantanés donne toujours la source. Puis même la source, il faudrait normalement prendre la valeur instantanée aussi. C'est juste que ça donne que dans ce problème-là, la valeur instantanée, c'est la valeur maximale parce que c'est ça qu'on avait pris au début.